La Corse est aujourd'hui mondialement connue pour la beauté de ses paysages, sauvages et grandioses. Pourtant, il y a 150 ans, l'île n'inspirait pas la même tranquillité bucolique. Ces paysages servaient alors de cadre à l'imaginaire des grands auteurs littéraires. Et la Corse était surtout célèbre pour ses histoires de vendetta et de bandits. Il faut bien avouer qu'en ce temps-là, l'île apparaissait très exotique aux yeux du citoyen des villes européennes, pour ne pas dire primitive et barbare. La civilisation moderne et ses lois n'avaient pas encore pénétré ces montagnes isolées, où des sociétés jugées archaïques vivaient au rythme d'une nature avare et hostile. Le trait est bien entendu grossi, mais l'île se divisait alors entre deux entités bien distinctes. Le littoral et ses villes, ouvertes vers l'extérieur, et le massif très fermé de l'intérieur, où l'âpreté du relief forgeait des caractères endurants et parfois impitoyables. Dans ces montagnes perdues, les exclus de la société trouvaient refuge et s'inventaient de nouvelles vies, imposant par les armes leurs propres règles de survie. Ces massifs déserts étaient leur royaume, et quiconque s'y aventurait prenait un risque certain. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un fort. Puis il évite de marcher sur les branches. Mais pourquoi faut pas faire de bruit? T'as vu quelque chose? S'il n'y a personne, ma belle. Viens, mais doucement. Il n'y a personne. Évidemment qu'il y a personne, on est tout seul en pleine forêt. Mais tu t'attendais à quoi? Et on ne sait jamais ici, hein. On est dans un domaine réservé. Allez, viens. On peut avancer. Domaine réservé. La forêt n'appartient à personne, à part à quelques animaux. Oh, et fais attention avec ça. Qui disent. Tout le monde croit que la forêt n'appartient à personne. Bah, ouais. Et ici, c'est le domaine d'un roi puissant, bien armé, et quiconque osait s'aventurer sur son territoire, eh bien, sans permission, messieurs, était soit attaché à un arbre, soit pendu à un autre. Et le roi y regardait. Un roi. Eh ouais. Le roi de la forêt, le grand Théodore Poli. Folie comme toi. Eh Tu sais oui. que t'es pas très discret à crier comme ça. Hein? En même temps, c'était pas la même branche familiale. Ouais, tu veux dire que c'était un mélange de Théodore de Neuhoff et de Paul Poli, c'est ça? Eh, toi, tu rigoles. Mais il a vraiment existé, le roi Paul, hein. C'est une histoire vraie. Mais enfin, bien sûr que je connais l'histoire de Théodore Poli. C'est quand même un très célèbre bandit, et puis en plus, il fait partie des gens du pays. Hein. Eh oui, et tout ça, c'est son domaine, qui allait du col de Verge à descendre à Ivisa Haute, Bigo, les Cousines, jusqu'à Sagone. Et on dit qu'il vivait dans un palais vert, ici, dans la forêt d'Ayton, et qu'il avait réuni toute une troupe autour de lui, et il avait même réussi à créer, ici, dans la contrée, une république indépendante. Et il appelait la République des bandits du Liamone, en référence au fleuve qui parcourt la vallée. Il a même fait voter une constitution pour affirmer, en fait, la naissance de sa république indépendante. Une constitution avec un tas d'articles. Ne me dis pas que tu les as. Et bien conservé. Article 1. Les bandits corses, sous-signés, réunis dans la forêt d'Ayton, ont élu à l'unanimité et proclament pour leur chef Théodori Paul de Guagne. Article 2. Ils lui promettent une obéissance absolue et lui accordent, au besoin sur eux, le droit de vie ou de mort. Article 3. Le chef élu ne rendra compte à personne de ses décisions en matière de guerre. Article 4. La justice sera rendue
par une cour martiale dont les membres seront élus au scrutin secret et à la pluralité des suffrages. Pas mal. Article 5. Tout individu, bandit, guide, protecteur ou autre, soupçonné de trahison sera traduit contradictoirement ou par défaut devant la cour et s'il est reconnu coupable, invariablement puni de mort. Eh ben dis donc. Article 6. Tout bandit convaincu de vol ou tout autre crime contre les propriétés sera privé du droit de porter les armes depuis 8 jours jusqu'à 1 mois et puni des arrêts forcés pendant un temps variable. En cas de récidive, il sera rayé des contrôles. Article 7, et le dernier, toutes les fois qu'un bandit dans une rencontre sera blessé trop grièvement pour s'enfuir ou pour être transporté, les autres lui brûleront la cervelle pour lui épargner l'échafaud. Ben. Ah bah avec une telle constitution, le bandit Paul y avait vraiment le pouvoir d'un monarque absolu, là. D'où l'intérêt de faire attention à nos têtes. Mais enfin, ça va, il est mort depuis quand même quelque temps. Hein. Et oui, mais il reste les descendants dans les bois. Bah, c'est pas grave si on les croise, mais tu dis qui tu es et c'est bon. Mais je te l'ai dit, je ne fais pas partie de la même famille. C'est pour cela qu'il faut avancer prudemment dans ces forêts. Il faut aller doucement. Quel comble tout de même, mon cher Paul. Porter le même nom illustre sans pouvoir prétendre à quelques liens familiaux avec le seigneur de ces terres. Un seigneur autoproclamé, je te l'accorde, mais un seigneur véritable qui commandait une troupe armée, rendait justice et levait l'impôt. Ce sont là les vrais privilèges d'un seigneur, comme au bon vieux temps des féodaux. D'ailleurs, tu n'es pas sans savoir que la noblesse tout entière, d'extraction chevaleresque comme on la nomme, s'est forgée de la sorte, par des prises de pouvoir tout aussi cavalières. La différence, et elle est de taille, c'est l'époque. Au XIXe siècle, une telle prise de fonction, dans la forêt, avait perdu tout son attrait romanesque. 1000 ans auparavant, le sieur Théodore Poli aurait peut-être planté là les fondements d'une vraie lignée princière. Mais au XIXe siècle, la tentative semblait pour le moins déplacée, inopportune voire grossière. En réalité, les motivations de Théodore Poli n'avaient rien de noble. C'était un hors-la-loi, tombé dans le banditisme plus par lâcheté que par grandeur d'âme. Il s'était arrogé les pleins droits sur les hommes de sa bande, des criminels comme lui, mais il n'ambitionnait rien d'autre que d'échapper à la justice. Ah bah merci, tu aurais pu m'attendre quand même. Tu n'as pas été suivi. Bah, non, ici, il n'y a pas l'ombre d'un Paul. À part toi. De toute façon, ici, il n'y a vraiment personne. Et tu sais, si Théodore Paul a réussi à instaurer ici sa république indépendante en 1820, ben c'est parce qu'il n'y avait personne. Parce que la forêt était complètement isolée du reste de l'île. Il y avait juste un petit chemin muletier qui permettait de relier le col de Verge au Niol, voilà. Et puis tu imagines que pour des cavaliers, c'était très facile de descendre sur les villages proches du littoral pour ensuite revenir vite se cacher ici dans la forêt. Ah oui, bien sûr. Ici, il n'y avait pas âme qui vive, il n'y avait pas un cheval, il n'y avait pas une charrette, il n'y avait pas une diligence et pas de voyageurs que l'on pouvait détrousser. Et Paul, il avait bien compris. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une taxe, une sorte de dîme. Hein. Il a imposé
aux personnes qui vivaient dans son grand domaine forestier et même au-delà de ses frontières. Et là, eh bien, ces hommes descendaient pour prendre cet impôt et on semait la terreur un petit peu partout dans la région. Mais c'est sûr que ce domaine était très grand parce qu'il allait quand même de Cargès jusqu'à Sagone. Et tu sais qu'il rackettait quand même le clergé et tous les curés du coin? Eh oui, les notables et les membres du clergé, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Et tu sais que la carrière de Paul il a démarré en 1820, il avait 21 ans. Et lui, il était appelé au service militaire. Donc il a été embarqué par les gendarmes parce qu'il ne voulait pas le faire, direction Ajaccio. Et là, dans sa tête, il voulait s'évader. Donc il a fait une tentative d'évasion et puis malheureusement, ça s'est mal passé et 200 fois, boum, il a battu un gendarme. Donc il devient meurtrier, puisqu'il va tuer ce gendarme et en même temps, il est passible de la peine de mort. Donc lui, il va fuir, il va se réfugier ici en forêt d'Ayton parce qu'il la connaît très bien, puisqu'il est né à Gouagne, pas très loin d'ici. Et bien entendu, il va finir ses jours en tant qu'hors-la-loi, ici caché dans la forêt. Oui, mais attention, il était malin. Et il s'est entouré très rapidement de très mauvais garçons. Et il a formé une sorte d'armée. Et il avait, tiens-toi bien, jusqu'à 600 hommes autour de lui. Alors, 600, ça fait un peu trop. Je sais qu'il a été rejoint par de nombreux bandits, notamment les célèbres frères Gambini de Corté, mais aussi le bandit Arrigue. Et à partir de là, ils ont semé la terreur ici. C'est vrai que 600, ça fait quand même beaucoup. Mais en tous les cas, ils ont bel et bien fait régner la terreur dans toute l'île, et même au-delà, parce qu'on parle d'actions qui ont été menées en Balagne et jusque dans le Cortenay quand même. Oui, ils étaient bien organisés. T'imagines? Ils mettaient en place l'impôt. Ils envoyaient souvent recommander une lettre, une missive, et qu'ils envoyaient directement chez les prêtres dans les paroisses. Et d'ailleurs, le prêtre d'Ourthe a reçu une missive, République de Liamone, 300 francs pour l'année. Alors là, le prêtre apeuré, qu'est-ce qu'il fait? Il va aviser son supérieur. Et le supérieur confirme bien que c'est une lettre envoyée du célèbre bandit Paul et que tous les prêtres de tout le canton avaient reçu la même lettre, comme quoi il fallait payer. Bien entendu, la somme était proportionnelle au nombre de paroissiens. Donc il y avait des paroisses plus grandes qui payaient plus et les petites qui payaient moins. Mais les prêtres ont décidé de ne pas payer l'impôt. 2 semaines plus tard, un deuxième courrier. L'impôt avait augmenté doublement, et en même temps, s'ils ne payaient pas, on leur prenait les biens personnels. Ou alors, s'ils ne payaient pas, tout simplement, ils pouvaient y passer. Oula, ça a dû calmer bien des ardeurs, ça. Oui, si bien qu'un prêtre, le célèbre abbé Lega de Pastricciolo, un petit hameau un peu plus loin, lui, il a dit, moi, je ne paye pas, j'écoute pas, j'ai rien entendu, je bouche mes oreilles. Et un beau matin, la bande à Paul, elle est arrivée, ils l'ont molesté. Là, ils lui ont pris ses biens et l'argent qu'il possédait. Wow. Et on a laissé faire les bandits? Oui, au début, parce que déjà, Paul, il prétendait punir les mauvais pasteurs. Ceux qui prêchaient la pauvreté, la bonté, au nom de Jésus. Et au contraire, vivaient dans l'abondance. Ils ramassaient les écus un petit peu partout. Ça, c'était le discours officiel de Paul. La bonne blague. C'était du racket, tout simplement. Et si bien qu'un beau jour, il y a eu l'épisode de Casalione. Casalione, avec le célèbre l'abbé Colonne, Udo Barante. L'abbé Colonne, lui, il était costaud. Il savait se défendre. Mais surtout, tous les paroissiens étaient avec lui. Ils étaient en armes. Donc, ils avaient décidé de ne pas payer l'impôt. Et un beau matin, Paul y arrive à l'église avec ses hommes. Et là, coup de fusil, volée de balles, et Paul est blessé gravement à l'épaule. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer dans sa forêt. Et à partir de cet instant, ça va être difficile pour lui. Parce que tous les gens de toutes les vallées avaient eu l'information que du côté de Casalione, on ne payait pas. Et ils avaient réussi à repousser Paul. Et après, ils se sont mis tous ensemble. Et là, ça a commencé, la République du Liamone a décliné petit à petit. Qu'est-ce que tu veux? L'église, chez nous, c'est sacré. Et comme un bon piatto de fagioli. Camé. Ils sont bons mes fagioli, hein?
L'épisode du curé de Casaglione est souvent raconté pour illustrer le déclin de la bande Poli. Dans la réalité, cette histoire, bien que réelle, reste assez anecdotique. Car le pouvoir des bandits reposait essentiellement sur la peur qu'ils inspiraient. Mais les populations ne se laissaient pas faire et en appelaient aux autorités dès qu'elles le pouvaient. La tentative de racket des hommes d'église amena une réponse très forte de l'État, qui organisa une véritable traque au hors-la-loi dans cette forêt d'Ayton. Les dénonciations allèrent bon train et le bandit Poli fut bientôt isolé, abandonné de tous. Pour chasser, obligé de se terrer dans des grottes, il fut victime d'un coup de froid et dut se réfugier dans une cabane près de son village natal. Dès le lendemain, au petit matin, les voltigeurs, qui avaient été aussitôt prévenus par les villageois, défoncèrent la porte de la cabane et achevèrent le roi de la forêt de plusieurs salves à bout portant. Il y avait un bandit, il était trapu, gros, il avait un fusil avec les petits canons. Et tu les Raoult, grand, fin, long, avec un visage, avec le menton pointu. Tu vois, il est fatch. C'est impressionnant. Ouais, la plupart du temps, ils avaient vraiment la tête de l'emploi. Hein. Oui, il n'y a pas que. Il y en a qui avaient de ces voix. Tu les Raoult, il parle à Marouni, tu es qui, toi, gendarme? Qu'est-ce que tu fais dans la forêt, la bourse de la vie? Les autres, ils disaient, oh Galouche, ou bien de taper, on n'entend que ta voix, elle est stridente, on va se faire remarquer dans la forêt. Le pauvre, il avait pas mué. Mais les autres, ils étaient contents et tranquilles que lorsqu'ils tiraient. Tirait bien, mais... Mais dis-moi, ce Galoche, c'est pas celui qui est devenu célèbre parce qu'il a kidnappé une jeune fille qui voulait épouser? Eh oui, Galouche, qui s'appelait Giuseppe en réalité. Hein. Et c'est vrai que lui, il était tombé amoureux fou d'une jeune fille de son village. Et les parents ne voulaient pas, surtout le père. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embarqué cette jeune fille et ils se sont évadés dans la nature. Mais elle voulait, elle, ou pas? Ben, lui, il dit qu'elle était consentante. Et tu sais que lui, il était là, il respectait aussi la vieille coutume, comme quoi il fallait s'enfuir hein, lorsque les parents ne voulaient pas que les enfants se fréquentent. Par contre, le père disait tout autrement. Il disait que sa fille avait été enlevée de force. Aïe. Et il est allé, bien entendu, porter plainte à la gendarmerie. Et à l'époque, quand tu partais comme ça et que tu vivais avec ta compagne, en cachette, la tradition voulait que le mariage soit reconnu. Moi, j'aime bien ces traditions qui permettaient à des jeunes gens de s'aimer et de vivre librement, malgré le refus des parents. Mais bon, la littérature fait quand même état de réel kidnapping et des jeunes filles pas d'accord, mais alors du tout. Pour l'histoire de Galouche, c'est un peu trouble. Hein. Et en plus, à l'époque, il y avait aussi l'histoire d'héritage. Ce Galouche, lui, c'est un paysan, un berger, il n'a pas beaucoup d'argent, alors qu'elle est issue de bonne famille. Et son père, bien entendu, il veut la marier et la placer avec quelqu'un de bien, un bellâtre, un homme élégant, de bonne famille. Et il y a la politique qui se mêle aussi, parce qu'il faut placer sa fille, il faut qu'elle soit très bien, en fait. Et sa fille, où elle est avec Galouche dans les bois. Et les gendarmes sont à leur recherche. Mais les gendarmes vont trouver vite la cachette de Galouche. Et là, ils vont l'encercler et Galouche il va être obligé de fuir. Donc la fille est récupérée, aussitôt portée à ses parents. Et là, sa mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Une catastrophe. Hein. Elle va trouver l'idée de la marier avec quelqu'un, bien entendu, de bonne famille, un certain César Negroni. Oh là. Galouche, fou de rage, redescend au village. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il se présente aux parents, bouf, la mère, bouf, le père. Quelle horreur. Eh oui, et là, il va se cacher, venir ici rejoindre la bande Poli. Bien entendu, il ne va pas oublier de tuer César Negroni ainsi que 2 de ses cousins. Et à partir de là, les 2 familles vont s'unir et vont venger la mort des leurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller tuer le frère de Galouche. Et là, une terrible vendette va voir le jour. Mais ça commence toujours comme ça, les histoires de vendette. Hein. Ça commence par des kidnappings ou des meurtres ou des sombres histoires. Puis après, c'est tout un engrenage comme ça. Et chacun voulant venger l'honneur familial. C'est normal. Mais ça finit comment, cette tragédie? Alors Galouche, il va sévir ici dans la région. Il va être au crochet de Paul. Il va aller prélever l'impôt. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il est malin, il est malin. Il va trouver les voltigeurs, il va négocier avec eux. Ah. Eh oui. Et la justice, qu'est-ce qu'elle va dire? Tu as déposé les arbres, donc tu vas rentrer dans la Légion étrangère et partir loin de ton île. Et c'est ce qu'il va faire. Il va partir 15 ans. Et 15 ans plus tard, il revient un homme libre. Il débarque ici en Corse. Et là... Eh oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Oui, parfois même très froid. 15 ans après. Tu as bien raison, Paul.
d'avoir évoqué le tragique destin du bandit Galocho, car il éclaire bien des aspects de la véritable histoire du banditisme corse. Une réalité assez éloignée du mythe que les auteurs du XIXe siècle ont mis en scène dans leurs romans. D'abord, Galocho était un jeune homme très impétueux, capable de redoutables accès de colère. Certes, l'homme aurait basculé dans le crime à la suite d'une idylle contrariée, mais cela ne peut excuser les meurtres de sang-froid qui suivirent. On est bien loin de l'image du héros affrontant ses ennemis en duel. Les assassinats perpétrés par Galocho étaient de véritables exécutions. Une fois rejoint la bande Apoli, il continua ses exactions dans tout le pays. On lui attribue ainsi 45 meurtres, lui qui fut 27 fois condamné à mort par contumace. Sentant le vent tourner, il n'hésita pas à trahir celui qui l'avait recueilli et négocier avec les autorités judiciaires, qui lui fournirent une nouvelle identité contre son enrôlement dans la Légion étrangère. Nul ne connaît les termes du marché passé avec les gendarmes, mais il est fort probable que cela contribua à l'arrestation de Théodore Poli. La fin de l'histoire montre que rien n'aurait pu apaiser la violence de l'homme, qui reprit immédiatement le chemin de vaurien qu'il avait un temps quitté. Il fut abattu lors d'une rixe, quelques semaines après son retour dans l'île, d'un coup de hache fatal. Ça doit être par là. C'est au pied de cette montagne que Théodore Poli fut assassiné par les gendarmes. Fini le roi de la forêt, fini le roi de la montagne. C'en est terminé du racket et du prélèvement des impôts. Et c'est le corps des voltigeurs corses qui a fini par avoir raison de lui. Les bœufs à queue jaune. C'est quoi? Les bœufs à queue jaune. C'est quoi ça? Mais c'est ainsi qu'on les nommait, les voltigeurs. Ah bon? Eh oui, ce corps de voltigeurs qui fut créé en 1822 sur ordonnance royale pour mettre un terme au banditisme en Corse. Eh oui, pour éradiquer tous les bandits qui se cachaient dans les forêts, dans le maquis. Mais il a été créé spécialement pour lutter contre la bande de Poli. En fait, c'était sa mission principale. Et on a gardé ce corps jusque dans les années 1850, mais il a été remplacé ensuite par des gendarmes spécialisés. Et il faut dire que ce corps de voltigeurs, il n'y avait que des Corses. Et c'était principalement des bandits à qui on avait donné l'amnistie pour les services. Et il créait comme ça une élite, en fait, qui était rattachée à la gendarmerie de laquelle il dépendait. Et ils étaient quand même 400. Donc 400 voltigeurs aidés de 500 gendarmes, imagine, ça faisait quand même beaucoup de monde aux trousses de Poli. En même temps, c'est normal, il fallait être nombreux pour venir à bout de la République de Lermont. Et tu sais, ce corps de voltigeurs n'est autre que la reformation du corps des chasseurs corses, qu'avait créé Napoléon et qui avait été dissous à la suite de la chute de l'Empire. Puis les voltigeurs, ils avaient de belles armes. Hein. Ils avaient des fusils comme le mien, juste à poser, 2 canons avec des chiens. Mais par contre, le canon était court, canoncier, arme redoutable. À bout portant, bouh, ça faisait mouche. Et puis comme le fusil était très léger, pour le combat dans le maquis, c'était l'idéal. Ils avaient aussi un uniforme, une tunique de couleur brune, avec une doublure jaune. Ah ben c'est pour ça alors, Eh oui, que jaune. Une veste assez longue et des fois ça se soulevait. C'est pour ça qu'on les appelait les bœufs avec le jaune. Eh ouais. Mais on dit que le corps des voltigeurs a été dissous parce que justement, il y avait des bandits, des anciens bandits. Et souvent, ils retournaient leur veste. Alors, une fois chez les voltigeurs et une fois chez les bandits. Ça posait problème. C'est vrai, c'est ce qu'on disait. Mais tu sais qu'au début, ils ont été très critiqués. Parce que les gens ne comprenaient pas qu'on puisse donner une telle importance à d'anciens bandits. Enfin, surtout à des gens qui n'avaient pas reçu la formation militaire adéquate. Mais quoi qu'il en soit, dans les années 1824-25, les voltigeurs ont commencé à porter de sérieux coups à la bande Poli. Eh oui, il faut dire qu'ils avaient une technique redoutable. Et ils se cachaient dans les bois, ils s'embusquaient. Et ils tiraient à vue comme ça sur les bandits, un peu comme des snipers. Ou alors carrément, ils allaient dans le village et ils attendaient que le brigand vienne chercher l'impôt et leur tiraient dessus. Alors du coup, en 1826, c'était pas très étonnant que le curé de Casaglione se soit rebellé, parce que la bande Poli commençait à faiblir. Parce qu'il y avait déjà pas mal de gars qui étaient partis un peu... ils allaient chacun dans leur coin pour faire cavalier seul. Eh oui, ils avaient senti le vent tourner. Et les soi-disant amis, dans tous les sens, bien à Béour. En laissant Paul ici, tout seul, et qui a fini canardé par les bœufs à queue jaune. En tous les cas, dans un très bel endroit. Ah oui. Eh bien, tu sais, la vie de bandit offre bien des rebondissements. Oh oui, Karine,
la vie des bandits n'avait rien de vraiment exaltant, ni aventure, ni découverte ou destinée fabuleuse. Ils n'avaient pas de famille, ni de véritable foyer. C'était une vie de reclus et de solitude qui s'achevait rapidement et dans le sang. La fin de Théodore Poli illustre parfaitement le propos, lui dont la vie fut rythmée par les trahisons, la fuite, la peur. Et si ces paysages grandioses évoquent la liberté dans l'imaginaire, ils composaient en réalité la véritable prison des hors-la-loi, un refuge sans confort, où le froid et la faim les tiraillaient, un refuge sans réconfort, sans véritable ami, sans espoir ni avenir. Si la plupart des bandits, réfugiés dans les montagnes de Corse et d'ailleurs, au siècle passé, connurent des destins tragiques oubliés de tous, certains pourraient s'enorgueillir d'avoir marqué leur temps et d'être ainsi passés à la postérité. Bien sûr, ceux-là ne sont pas nombreux. La majorité des brigands, de Corse ou d'ailleurs, sont devenus hors la loi pour de viles raisons. Des réactions épidermiques incontrôlées, de la jalousie, de la méchanceté, l'envie de s'approprier le bien d'autrui. Une fois en cavale, peu d'entre eux respectaient un code d'honneur, malgré ce que prétendent les légendes. Qu'il s'agisse du Far West américain, au temps de Billy the Kid, ou des montagnes de Corse à la même époque, la plupart des histoires de bandits se ressemblent toutes, et rares sont celles qui inspirent une quelconque sympathie. Culginimo. Il n'y a personne. La zone est sécurisée. Mais enfin, Paul, ici, il n'y a jamais personne. Et puis certainement plus de bandits. Hein. Tu crois ça, toi? Et s'il y en a un qui arrive, chacuna cartuccia David des rails. Ah bah oui, évidemment. Et tu sais, il ne faut pas rester trop longtemps ici, hein, dans des lieux pareils. Parce que là, c'est vraiment des endroits en embuscade. Tu sais, tu te mets dans la peau d'un bandit. Tu vois les gros rochers, là, Ouais. avec les arbres, les petits êtres. Là, tu te caches derrière. Mais eux, ils ne voulaient pas qu'on rentre dans leur territoire. Et là, boum, eh ben, ils te tuaient, hein, sans sommation. Ou alors, quelquefois, eh ben, ils te braquaient. La bourse sur la vie. Ou enfin, ça laissait pas trop le choix, ça. Mais toi, tu risques rien. C'est comme tu es avec moi. Moi, je sais où il se cache. Voilà, je mets ça derrière le rocher. À bonne mire, bonne tir. Et là, j'en tue 3. 3 d'un coup. 3 d'un coup. Facile. Là, tu calcules les angles, tu vises la pierre. Ting, ting, ting. Et là, c'est fini. Et là, ting, la petite étoile de shérif. Chapeau bas. Hein. Et moi, je suis un franc-tireur. Tu sais qu'avant la construction de la route, ces montagnes étaient quasiment inaccessibles. Hein. En fait, ici, il y avait juste un petit sentier, un petit chemin qu'utilisaient seulement les cavaliers et qui permettait de relier Ajaccio à Corte. C'est tout ce qu'il y avait. L'ancienne route, et la route elle date de 1860. Elle était tracée sur une ancienne piste de chemin forestier. À l'époque, il n'y avait pas encore les voitures. Enfin, je veux parler des diligences. Enfin, il y avait un service postal quand même. Oui, le service postal qui démarre en 1868, qui relie Bastia à Ajaccio. Et là, tu as la charrette, la diligence tirée par les chevaux et qui fait le trajet. Mais avant cela, le courrier il est bien sûr acheminé. Il est acheminé par des cavaliers. Tu sais qu'en 1850, la Corse est une région qui n'est pas très développée. Ce n'est que plus tard qu'elle se développera. Et les transports, on va les développer grâce à qui? À Napoléon III. Et c'est sous le Second Empire qu'en fait, on va voir naître les compagnies maritimes qui vont faire la liaison entre la Corse et le continent et la France. Et aussi, c'est aussi sur le Second Empire que l'on va avoir tout le réseau routier qui va se mettre en place progressivement. Et après, on va construire les rails. Hein. Le train va passer par les montagnes à la fin du 19e siècle. Et c'est vrai que grâce au train, on a pu désenclaver en fait, les montagnes insulaires. Et ces montagnes qui ont toujours été considérées comme étant très très dangereuses parce que les bandits pouvaient facilement s'y cacher. Et tu sais que dans la région, il y avait un clan qui était redoutable.
C'était les belles à gauche. Eh non, Ils ont quand même tenu la montagne entre 1850 et 1900. Hein. mais ça fait pas mal, hein. Les belles à gauche, on raconte beaucoup d'histoires sur eux. Hein. Ah, ça. Eh oui, il y a tout un roman sur les belles à gauche. Puis c'était quand même des bandits qui avaient beaucoup d'honneur. Ils étaient très sympathiques et c'est pour ça qu'ils étaient renommés un petit peu partout. C'était des meurtriers condamnés comme tels, oui. Non, c'était pas vraiment des meurtriers. Tu sais, moi, quand je venais chasser les méchants ici, je m'arrêtais, les belles à gauche, ils me disaient « Oh, beau, le pianta diabeille au café !» On discutait et tout, on me prenait le casse-croûte et après je repartais. C'était vraiment gentil. Ah, hein. ouais, ouais. Ils avaient beaucoup d'honneur et aussi un certain code déontologique. Tu vois aussi, les belles à gauche, elles débarquent là et qui nous demandent la bourse ou la vie. Non, ça risque rien. Ça risque rien. Non, il faut bien leur donner quelque chose. On va leur donner ton fusil, tiens. Vas-y, chimie, dans mon Vujil. Ah, moi, j'ai rien, hein. J'ai mes lunettes, tiens. Toi Quoi, moi Moi Ouais, je Tu vas me te donne. livrer aux bandits. Et alors Ah, bah, c'est sympa, ça, tiens. Mais bon, après, il faudrait que tu payes la rançon pour me récupérer, hein. La rançon, hein. Moi, je donnais rien. Tu me laisserais comme ça. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, hein. Au bout d'une semaine, les belles à gauche, chut, ils te relâchent. Allez, le casino, les beaux sous-bio, la chagor, et comme la barre là-haut. Chut, allez, attends. Ah, c'est pas gentil, ça. Oui, je te récupère après. Allez, viens. Faut être vigilant, hein, quand même. Les Bella Cocha étaient probablement les bandits les plus célèbres de l'île, et leurs actions, réelles ou imaginaires, s'étalaient dans les colonnes des plus grands journaux de l'époque. Ils bénéficiaient d'une aura prestigieuse, considérée par beaucoup comme d'honorables hors la loi, endurcis mais justes. L'histoire de ce clan avait débuté dans les années 1830, lorsqu'un certain Paul Bonelli, originaire de Bocognano, s'établit dans la forêt avec 3 sœurs. Elles lui donnèrent de nombreux enfants, ce qui lui valut le surnom de Bella Cocha, belle cuisse. L'homme était un marginal, mais ses fils, élevés dans la forêt, se distinguèrent rapidement par leur incivilité. Les 2 aînés, Antoine et Jacques, refusèrent tout d'abord d'effectuer leur service militaire, puis usèrent à plusieurs reprises du fusil pour se faire respecter ou régler des conflits avec les autres habitants de la région. Accusés à 3 reprises de meurtre, entre 1850 et 1852, les 2 frères sont condamnés par contumace à la peine capitale. Dès lors, le clan établit son fief dans les montagnes, édifiant plusieurs maisonnées dans un vallon perdu difficile d'accès. Il contrôle l'unique route qui mène au col de Vizzavone et entretient de bons rapports avec les villageois de Bocognano et les autorités locales. Et lorsque les gendarmes mènent des expéditions pour capturer Antoine ou Jacques, c'est toute la famille Bella Cocha qui se déplace vers des grottes tenues secrètes, au plus profond du massif. Pendant plus de 40 ans, les Bella Cocha vont ainsi échapper aux forces de l'ordre, gagnant par là même la sympathie des autres Corses. Leur notoriété est grande et les villageois n'hésitent pas à leur demander d'intervenir pour régler des conflits entre familles et maintenir la paix dans la région. Non mais Paul, mais je t'ai vu arriver depuis là-bas au loin. Ça fait 5 minutes que j'observe ton petit manège. C'est vraiment pas discret, hein. On peut même plus rigoler. Oh, c'est pas drôle. C'est pas le fait que ça soit drôle ou pas. C'est que les bandits procédaient de cette manière. Ils se cachaient derrière les pierres, ils se cachaient derrière les arbres, ils avançaient doucement la pierre d'arbre en arbre, ils regardaient. Et là, ils braquaient. Ah, mais pas ça devant moi. Beau spécimen, hein? Mademoiselle, ouvrez grand la bouche. Non. Faites voir votre dentition. Ah, la petite dent en or, hein, clac. Ah, mais non, Eh j'ai non, pas tu de crois dent qu'ils en faisaient comment? Ils prenaient tout. Je vois que tu t'es installé à côté d'une cabane de bandits primitifs. C'est joli, là. Ouais. Et probablement que les belles à gauche ont dû passer par ici.
et même qu'ils auraient fait leur sieste avec dignité. Oui, pourquoi pas. Mais tu sais, tu me disais tout à l'heure que si les belles à gauche a été si respectés, c'est parce qu'ils avaient de l'honneur. Ah oui. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est qu'ils étaient respectés parce qu'ils étaient craints de la population. Parce qu'ils étaient très nombreux. Le père, le patriarche, belle à gauche, avait eu 18 enfants. Et ces enfants avaient eu eux aussi de très nombreux enfants. Ça en fait des fusils. Et ça fait beaucoup de fusils, ça fait carrément une petite armée. Hein. Et c'était un clan qui était très redoutable et redouté, et qui tenait en respect quiconque osait s'approcher du domaine. Ah. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire. Antoine et Jacques, deux des fils des belles à gauche, étaient recherchés et condamnés pour crime. Alors, tu imagines un petit peu les personnages. Et là, un indicateur, un très honnête homme, un certain Pinelli, avait décidé ce jour-là de mener les gendarmes au repère des belles à gauche, parce qu'il voulait les livrer. Et ils étaient cachés dans une petite maison bien en retrait dans la forêt. Et alors que la petite troupe gravit les cahots rocheux qui menaient à la petite maison, soudain, un coup de feu, et là, Pinelli s'étend raide mort. Il venait de recevoir une décharge de chevrotine en pleine poitrine. Et ça, c'était les frères belles à gauche, parce qu'ils les avaient vus arriver. Ils connaissaient très bien la montagne, et ils étaient intelligents. Hein. Ils avaient décidé d'abattre le guide. Pourquoi? Comme ça laissait les gendarmes tout seuls, complètement isolés en pleine forêt, à la merci des tirs de fusil. Et du coup, leur seule chance de survie, en fait, c'était de s'enfuir. De rebrousser chemin. Et tu vois, cette histoire, elle reflète bien ce que je disais tout à l'heure quant au code déontologique des belles à gauche. Parce que les belles à gauche, ils ont tiré qui dans l'histoire? Ils ont tiré le traître, l'indique. Et ils n'ont pas fait feu sur les gendarmes. Et de mémoire, je crois qu'aucun belle à gauche n'a tué de gendarme. C'est vrai? Aucun gendarme, jamais? Eh oui. D'ailleurs, il y a une histoire, une anecdote qui est racontée dans la région. C'est qu'un beau jour, je crois que c'est Antoine belle à gauche, qui se trouvait sur une partie de son territoire, a entendu des cris horribles, des cris d'humains, tu vois, et ça retentissait dans la vallée. Et donc lui, il s'est approché. Et là, il arrive au bord d'un ravin et il voit, en contrebas, à quelques dizaines de mètres en dessous, un gendarme tout ensanglanté qui gémissait. C'était l'horreur. Et bien sûr, des gendarmes, il y en avait partout. Hein. Ils venaient régulièrement, justement, pour essayer de capturer les belles à gauche. Donc, Antoine descend pour voir le gendarme. Et le gendarme, il a peur, il dit, c'est fini pour moi, il me tue. Ah bah ouais. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le prend sur ses épaules, il l'emmène à la bergerie la plus proche. Et là, la femme du berger va s'occuper du gendarme, va le soigner, il va guérir, et ensuite, il pourra retourner à la civilisation. Comme quoi, Antoine belle à gauche a sauvé la vie de ce pauvre gendarme. Et c'est vrai que ce sont des bandits redoutables pour leurs ennemis et aussi pour les traîtres. Mais quand on leur fait rien, on est tranquille. Et tu sais que j'ai lu que tous ces bandits, même les plus redoutables, croyaient en Dieu, et que c'était d'ailleurs de fervents chrétiens. Hein. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais bon, si on se replonge dans le contexte de l'époque, toute la société corse était très très croyante. Hein. Et puis ces bandits, c'était avant tout des Corses. Des Corses, et aussi des hommes d'honneur pour certains, et aussi de fervents patriotes. Regarde, les belles à gauche, par exemple. La guerre éclate en 1870. Les belles à gauche, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de fusils. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont descendre en nombre à Ajaccio. Ils vont s'inviter au cabinet du préfet. Et là, ils veulent s'enrôler dans l'armée. Mais comme eux, ils le savent, ce sont de très bons tireurs, ils demandent au préfet de créer un corps de francs-tireurs. Alors le préfet, il réfléchit. Il se passe quelques minutes. Enfin, eux, les belles à gauche, ils veulent se battre pour défendre leur patrie avec honneur contre l'ennemi allemand. Et bien finalement, le préfet il va dire non, il va refuser. Et donc les belles à gauche, ils vont être obligés de remonter, se cacher dans les forêts, parce qu'ils sont considérés toujours comme hors-la-loi. Bon, c'est dommage, mais ça partait quand même d'un bon sentiment, ça. Eh oui, mais bon, en attendant, Pierre Mouvoudjil, Pour faire. parce que tu vas apprendre à traquer les bandits. Ah bon? Cartouche, Aïe! rosette. Tout ça. Moi, je me cache, et toi, tu me traques. Mais d'abord, tu vas attendre un petit moment, 20-30 secondes, hein, et après, tu peux venir. Pas ça, hein? Non. Karine, tu n'oserais pas quand même. Un homme désarmé, de dos. Cela n'est pas très honorable. Songe plutôt à ces bandits charitables qu'étaient les Bella Goccia, enfin, de ce que la légende en dit. Car vois-tu, leur vrai succès vint du maniement d'une arme redoutable et nouvelle à l'époque, bien plus puissante que ton simple fusil, la presse écrite. Les vieux bandits l'ont vite compris.
et ils surent mettre en place des relais pour informer les journalistes, toujours avides d'histoires à raconter, et ainsi construire leur notoriété. C'est grâce à la presse que les Bella Coccia devinrent célèbres, bien au-delà de l'île, et que l'intelligentsia européenne se mit à rêver de les rencontrer. Et les vieux brigands s'en amusaient. Ils organisaient des rencontres dans ces forêts avec les puissants de leur temps, narguant ainsi les gendarmes et l'autorité judiciaire. Probablement ont-ils compris avant les autres que l'ouverture de la route, puis celle du chemin de fer, signait la fin d'une époque et faisait entrer ces montagnes reculées et sauvages dans l'ère de la modernité. Comme dans le Far West américain, le train véhiculait la civilisation. Bientôt, des hordes de voyageurs traverseraient ces gorges isolées, supprimant à jamais leur potentiel à servir de refuge. Honnêtement, Paul, je comprends pas grand-chose à ton plan. C'est très simple. On braque, on détrousse et on prend tout l'or. Ouais, je suis quand même un peu dubitative. Mais non, Pio de Vugilosi, tu es mis au milieu de la voie ferrée. Tu montres que tu es en place. Là, le train arrive. Et là, il ralentit automatiquement. Tu montes à bord et là, il te donne tout. Ah, c'est aussi simple que ça. Eh oui, et puis petit à petit, on te connaît, et après tu es connu, et là, tu braques tout en sifflotant. Et on te jette tout par la fenêtre. Et tu sais que les Bella Coccia ont commencé à devenir célèbres vers les années 1880, parce qu'on ne voyait plus que dans les journaux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnalités qui carrément traversaient la Corse pour venir les rencontrer et se faire photographier avec le vieux père, avec ses deux fils et tous les fusils, parce que ça marquait bien. À Voto. Et ils fréquentaient aussi l'élite ajaxienne, dont le député Emmanuel Arène. Eh oui, Emmanuel Arène, qui était natif d'Ajaccio, qui est parti à Paris faire ses études et qui revient, qui fait de la politique, et il devient président du Conseil général en 1888. Bah, il a fini aussi sa carrière en tant que sénateur, il a tout été député. Et bien entendu, c'est grâce à lui que l'on a obtenu ce chemin de fer, la ligne entre Ajaccio et Bastia. Et ensuite, il a participé à l'essor de la ville d'Ajaccio en tant que station touristique d'hiver et aussi Vitsavone en tant que station touristique d'été. Et bien entendu, il connaissait très bien les Belles à gauche. Et il a embauché Antoine, notamment pour surveiller la construction du chemin de fer. Parce que là, il y avait beaucoup de matériaux. Et il y avait surtout de la dynamite qui était intéressante pour les autres bandits. Et comme il y avait les Belles à gauche qui surveillaient, il n'y a eu aucun vol. Ouais, mais c'est pas étonnant, avec Antoine qui veille au grain. À bout d'un. Et tu sais qu'ils ont aussi rencontré le baron Haussmann. Ils connaissaient tout le monde, baron, ministre, des rois, des journalistes. Et pour en revenir justement au baron Haussmann, Guy de Maupassant en parle dans un de ses articles qu'il a publié dans Le Petit Gaulois. Et il dit que c'est Jacques qui tenait absolument à rencontrer le baron. Et pour ça, il a envoyé une des filles du clan. Et là, le baron lui a dit que de toute façon, il ne pouvait en aucun cas accéder à cette requête de manière officielle, parce que Jacques était toujours poursuivi. Mais par contre, il lui a glissé qu'il serait le lendemain à Boconia, en diligence, et qu'il ne serait pas armé. Et effectivement, le lendemain, la diligence arrive, un petit peu avant le village. 2 hommes l'interceptent et Jacques a le temps de sauter à l'intérieur pour s'entretenir avec le baron. Qu'est-ce qu'il leur a dit après toi? On ne sait pas tout, mais du moins, la seule chose que l'on sache, c'est que Jacques en aurait profité pour demander au baron d'intervenir auprès de la justice pour demander à ce que lui et sa famille soient graciés. Je sais qu'Antoine, il avait commis des crimes entre les années 1850 et 1852, donc il y avait prescription. Mais la prescription, elle n'était pas automatique. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont passées à cette époque. En 1887, notamment, il y a tout un escadron de gendarmerie qui arrive dans la forêt de Vitsavone pour capturer les Belles à gauche. Mais comme les Belles à gauche sont avertis par la population locale, ils réussissent à passer entre les mailles du filet et se cacher à l'intérieur de la montagne. Ils vont s'enfuir. Et pour en revenir à la prescription, c'est grâce aussi à Emmanuel Arène, qui connaissait très bien le président de la République, Sadi Carnot, qu'Antoine a réussi à avoir la grâce présidentielle et être libre en 1890. Et qu'Antoine, pas Jacques.
que Antoine Jacques, il avait commis d'autres crimes, notamment un crime en 1871, un crime de cœur. Il avait abattu un homme pour une histoire d'amoureuse, hein. Donc il n'a pas pu l'obtenir. Et donc du coup, Antoine a fini ses jours en homme libre, tranquille. Un homme libre, il a réussi à faire reconnaître ses enfants qui se cachaient dans la forêt, qui n'avaient pas d'état civil. Il a refait son mariage officiel avec sa femme et donc il a pu vivre libre l'été dans la montagne et l'hiver à Bocognane. Bocognane, on est bien, non, l'hiver? Oh, il fait froid l'hiver à Bocognane. Oh, Paul, le train. Tu as mis les cartouches? Ah bah oui, bien sûr, j'ai tout fait, c'est à toi maintenant. Mais pourquoi tu trembles? Parce que mentalement, je ne suis pas prêt. Enfin, regarde, il ralentit, il s'arrête presque. Il ralentit, j'ai mal au ventre, la pierre, c'est pas la boue. Mais Paul! Eh bien, tu aurais fait un beau brigand, Paul. Enfin, à ta décharge, tu n'as pas eu la même enfance que les enfants de Paul Bonelli, nés et élevés dans la forêt, sans véritable éducation. À propos d'attaque de train, tu aurais pu peut-être nous raconter cette grande farce de 1898, organisée par Emmanuel Arène, à l'occasion de la visite dans l'île du ministre de la Marine, Édouard Lecroix. Ce jour-là, Antoine Bellacocha et 15 hommes en armes simulèrent une attaque de train juste avant l'arrivée en gare de Witzavon. Le ministre crut sa dernière heure arrivée. Il en ria beaucoup par la suite lorsqu'il apprit que tout cela n'était qu'un canular, malicieusement conçu par son ami Emmanuel Arène. L'affaire fit toutefois grand bruit dans les journaux de l'époque, contribuant un peu plus à rendre les Bellacocha sympathiques aux yeux de l'opinion publique. Le quotidien républicain de Bastia en profita même pour réclamer que l'on supprimât toutes les entraves à la libre manifestation du banditisme insulaire, afin de conserver toute l'originalité du pays et de divertir ceux qui venaient le visiter. La chose est cocasse, bien entendu, et prouve que le Corse sait rire des sujets graves. Car derrière la facétie et la mise en scène du bandit de bonne compagnie, agréable et généreux, se cachait une réalité bien plus impitoyable, celle d'une île sanglante où les meurtres étaient fréquents et où l'on n'hésitait pas à s'assassiner de père en fils. Le canon, il est complètement tordu. Qu'est-ce que ça y est? Si je mets un coup avec ça, il va s'ouvrir en deux. Tu sais, Paul, lorsque Witzavona s'est développée et ces montagnes ont vu passer de grands bourgeois et même des aristocrates qui sillonnaient ces routes. Belle arme. Et ça, à mon avis, ça a dû attirer beaucoup de voleurs et de bandits de grand chemin. Et pas tant que ça. Hein. Et puis, les Corses, ils avaient quand même des armes de bonne qualité. Et quand ça marchait pas, ils avaient le sens de l'hospitalité. Oh bah oui, à ce compte-là, il valait mieux, hein. Et comment? Parce qu'il y en a eu des histoires ici, hein. Et plein de braquages. Il y en a eu un gros en 1896, au Boaret di Ubrincipe. Un prince autrichien du nom de Windy Schmidt, Ernst pour les intimes. Alors lui, il avait l'habitude de fréquenter Witzavon l'été en plein air. Il dormait, tu sais, au palace, là, au grand hôtel de la forêt. Évidemment. Le prince, il fallait bien qu'il dorme là-bas. Hein. Et puis quand il se fait emmener avec la diligence ici en forêt, eh bien, qu'il rencontre sur la route 3 bandits armés jusqu'aux dents avec des juxtaposés comme ça qui viennent de le braquer. Et lui, le malheureux, ce jour-là, il avait, tu sais combien sur lui? 4000 francs or. Ouf. On tirait des micagones. Fortune pour l'époque, ça. Eh oui, alors il essaye d'en cacher un petit peu partout. Eh ben non, les bandits, ils vont le braquer et tout lui prendre. Hein. Et puis ces 3 bandits, ils se proclamèrent du clan des Belles à gauche. Et ensuite, ils l'ont dépouillé et se sont évanouis dans la forêt. Et les Belles à gauche, ça, c'était pas des voleurs, hein. Non, mais nos 3 bandits, oui.
les voleurs à la tire. Et eux, de rester cachés dans la forêt, ils vont descendre en ville pour dépenser tout l'argent. Et en bas, ils se font prendre par les gendarmes. Eh oui, ensuite, interrogatoire, bon, ils vont avouer le braquage du prince, ils vont avouer d'autres braquages, celui de la famille Pozzo-di-Borg qui avait eu lieu une semaine auparavant. Et après, je te dis pas, ils ont tout balancé, même des braquages qu'ils n'avaient pas fait. Ils ont dit qu'ils avaient volé du bétail, des poules, enfin, c'était contre tout mic. Hein. Ouais, en tout cas, j'imagine que les belles à gauche n'ont pas dû apprécier de voir leur nom ainsi. Ah, ça non. Ouais, mais il n'y avait pas que des bandits méchants, s'il y en avait, ouais, c'était des crapules. Hein. Ils braquaient, ils maltraitaient les passants et tout, mais il y avait quand même des bandits d'honneur, des gentlemen, des gentils bandits, on va dire. Mais tu sais quoi, je vais t'apprendre à tirer. Tu colles bien la joue contre la crosse, parce que sinon tu vas prendre un recul, après tu vas prendre des gifles. Fais fort. Bah... Il est tout tordu ton canon. Qui est tordu? Bah si, regarde. Fabé. Non, il a 2 degrés de décalage sur la gauche, et ben il faut rétablir la situation, tu penches un peu vers la droite. Et... Il est difficile d'évoquer un véritable âge d'or du banditisme en Corse, car le brigandage semble avoir toujours existé dans l'île, au temps des Génois, à l'époque de la Corse pauliste, durant les 2 empires au XIXe siècle. Cette criminalité était alors favorisée par la misère, les famines et les guerres. Elle était rendue possible par l'absence d'infrastructures dans le centre de l'île, où les massifs escarpés constituaient des refuges inaccessibles. Une chose est sûre, l'histoire de la famille Bella Coccia à la fin du XIXe siècle a offert à ce banditisme insulaire ses lettres de noblesse, faisant basculer une pratique crapuleuse dans le folklore identitaire de l'île. Cela tient en partie au fait que les Bella Coccia étaient plus des marginaux que de véritables criminels et qu'ils arboraient leur notoriété comme une revanche sur la société. Eux, les hommes des bois sans instruction ni véritable éducation, étaient courtisés par l'élite de la bonne société. Quel comble quand on y songe. Mais quelle histoire! La société corse du XIXe siècle était vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Hier, ces vastes étendues de maquis étaient chargées de cultures et de vergers, et la montagne impénétrable était sillonnée de sentiers et de chemins, tantôt sculptés à flanc de collines, tantôt érigés comme de véritables routes, délimitées par des murets de pierre. Cela servait aux convois de charrettes, reliant les villages aux zones d'activités agricoles. Il symbolisait le travail, l'entraide communautaire. Cette société agraire était toutefois très inégalitaire. Elle se divisait en quelques riches propriétaires terriens ou exploitants agricoles et de très nombreuses familles laborieuses qui travaillaient durement du matin au soir pour générer des profits et produire leur propre pitance. Il y avait aussi, en marge de la société, des bandes de brigands poussés à la marginalité par le refus de servir les notables et quelques mauvaises actions inavouables. J'adore me balader sur ces vieux sentiers de Corse. Ils sont tellement chargés d'histoire. Regarde un peu toutes ces pierres, tous ces murs. Ça, c'était du travail, hein. Ça me fait toujours quelque chose. Pas toi. Hey. Je crois que je me suis trompé de calibre à mes os bayades. Ah mince. Oui, ici tout est mémoire. Regarde, ce fusil. Magnifique, hein? Débé, Tchoumi. Celui-ci a beaucoup de valeur parce qu'il appartenait au babo de Missiao.
Et oui, comme ce chemin, ça a de la valeur, c'est du patrimoine des anciens. Et ça rappelle un petit peu le temps où la Corse était rurale, là où tu avais tous ces sentiers parcourus de charrettes chargés de blé, d'olives et aussi de denrées. Et ici, on est à Monaggi à Dolène. Et là, quand tu regardes toute la végétation, ben, tu vois du maquis. Mais autrefois, il n'y avait pas de maquis. Tout était cultivé. Il y avait des terrasses, des sentiers partout, des murs, des cabanes, des maisons, des algues. Et oui, c'était magnifique. Et... Attends, Fabien, comment je vais faire pour cartoucher? Je vois pas bien ce qui est écrit là. Eh oui. Paul, mais c'est du 12, hein. Ah, et ton fusil, c'est du 16, alors c'est pas étonnant que ça marche pas. Eh ouais, Misos Bayad, ça c'est du 12 Magnum. Et tu sais qu'à l'époque, ça tirait ici dans les champs de blé. Hein. Ah oui. Et du holo, Goumi. Dans cette société rurale, la survie dépendait aussi de la capacité des hommes à se défendre. La justice était absente des campagnes et la loi des armes réglait souvent les conflits. Chacun devait pouvoir protéger les siens et se faire respecter. Tu peux pas faire grand-chose, hein. Un sanglier volant. Vite. Qu'est-ce que tu cherches? Ah là, mille aiguilles. Ah, ben voilà ce qu'il faut. Calibre 16. Tiens, regarde la maison là-bas. Oh, comme elle est belle. C'est peut-être la maison d'un bandit. Ah, il y a encore un bandit. Tu vois les bandits partout. Ça peut être aussi une maison de gens de bonne famille, de gens bien. Et avec ça, je vais pouvoir cartoucher. Oh, tu me donnes mon fusil. Mais tu sais, Paul, si ça se trouve, c'est la maison du célèbre bandit d'honneur Jean Lucchini. Jean Lucchini, bandit d'honneur, je connais pas. Le bandit d'honneur, tu sais, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait surtout des crapules. Il faut bien le reconnaître. Hein. Quoi? Qui genimo. Que des vieilles pierres. Pas de traces de Lucchini. En même temps, tu crois que c'est comme ça qu'on attrapait les bandits? Et comment? 2 coups de 16. Bon, en tout cas, lui était dans la vraie tradition des bandits devenus hors-la-loi pour une question d'honneur. Hein. Et tu sais que c'était quelqu'un d'instruit. Non. Et d'ailleurs, il avait même été élu maire dans les années 1900. Et c'était quelqu'un qui vivait tout simplement avec sa famille, il cultivait ses terres. Et il est devenu bandit que très tard, parce qu'il avait déjà 68 ans. Et ça s'est passé en 1943, c'était juste après la libération de la Corse. Et l'histoire, en fait, raconte que 2 officiers français sont venus au village pour parler avec la population, parce qu'en fait, ils avaient des affaires à faire. Et ils sont allés voir le commerçant du village, et lui ont demandé, en fait, des produits frais et de la charcuterie en échange d'un sac de sel. Le commerçant a accepté, parce que le sac de sel, c'était quelque chose de rare dans la région. Et du coup, quand il a vu la petite quantité de sel qu'on lui proposait en échange, il est revenu sur sa décision, il a refusé. Et là, le ton est monté. Ils ont commencé à se traiter de voleurs, ils ont commencé à s'empoigner, enfin la bagarre éclate. Et Lucchini était là, il a assisté à la scène, il a voulu s'interposer, en fait, intervenir. Et il s'est fait repousser très violemment. Là, il est rentré dans une rage folle, et il est parti chez lui prendre son fusil. Il est revenu quelques minutes après, accompagné de son neveu qui était armé aussi. Et là, il ordonne aux 2 officiers de s'en aller, mais les 2 autres, c'était des durs à cuire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de s'en aller, ils ont sauté sur les 2 Corses pour essayer de les désarmer. Eh oui, eh oui. Et alors là, rebagarre et les coups de feu partent. Et un des officiers est tué et l'autre très grièvement blessé. Et malheureusement, ils ont pu prouver que le coup de feu mortel venait de l'arme de Jean Lucchini qui avait pris le maquis juste après la fusillade. Donc du coup, il a été condamné par le tribunal militaire d'Ajaccio à mort par contumace. Et il a vécu comme ça pendant plus d'une dizaine d'années, caché. Mais un jour, il est tombé malade. Alors du coup, il a dû se rendre, il a été incarcéré au Baumettes. Mais
heureusement pour lui, bon, il a bénéficié d'une grâce qui lui a permis de rentrer, mourir ici, chez lui, dans son village. Ben oui, une histoire de bandit parmi tant d'autres. Bon, mais celle-ci, elle finit bien, plus ou moins, parce qu'il a la chance de rentrer chez lui et de finir ses vieux jours ici à Monadji. Mais en fait, c'était pas vraiment un bandit, on va dire. Hein. Lui, il avait plutôt commis un crime lié à une dispute. Et là, il fuit sa condamnation pour aller se cacher dans le maquis. Hein. Enfin, il avait quand même tué un homme, mais c'était pour laver son honneur qui avait été bafoué en public. Ah oui, ben bon, ça s'est arrivé dans plusieurs villages de Corse. Hein. C'était un homicide à l'issue d'une bagarre. Et en même temps, tu étais condamné, hein, c'était comme ça. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bandits, mais il y avait deux sortes de bandits en Corse. Il y avait soit la crapule, qui n'hésitait pas à braquer ou à voler les pauvres gens, ou alors c'était des personnes comme Loukine qui avaient, on va dire, fui en fait la justice, ou alors comme un bandit, une personne pouvait fuir la vendette pour aller se cacher. Bon, enfin, moralité de l'histoire, il faut surtout pas se disputer pour un sac de sel. Ah ouais, surtout pour un sac de sel. Bon, enfin, tu voulais pas les traquer du bandit, toi? À Stour. Non, j'y sais, moi. Mais tu voulais les tirer? Oui, tirer, mais on va tirer à la Corse. On reste assis. Tu vois, tu attends ici avec ton fusil, tu observes, et quand il y a quelqu'un qui passe, boum, boum. Ah, c'est pas très pratique, ça, assis. Oui, entraîne-toi. Bon, ça pèse un peu, mais tu épaules bien. Hein. Moi, en attendant, je surveille. Hein. T'es Kéda, tu t'entraînes à épauler, tu montes, tu descends, et tu vises un peu comme ça. Oh, c'est pas possible. La mi-rein au milieu des deux chiens, là. Hein. Voilà, moi, je surveille. Ah, le mythe du bandit d'honneur, mauvais garçon au cœur tendre. C'est une légende bien tenace dans l'imaginaire collectif insulaire, surtout chez les jeunes femmes en réalité. C'est une figure qui rassure, il est vrai, sorte de prince charmant local, à la fois généreux et courageux, capable de protéger sa famille et d'imposer le respect. Dans une société violente et inégalitaire, où chaque homme est armé et doit défendre ses biens et sa famille, un tel bandit, aguerri et endurant, fait assurément un beau parti. Et à voir le joli visage angélique que certains arboraient, nul doute qu'il y avait là de quoi faire chavirer bien des cœurs. Le mythe ne fut pas qu'alimenté par de belles frimousses. Il y avait aussi de vraies histoires, où certains cœurs vaillants tombaient dans l'illégalité pour de nobles causes, à l'image de ce brave Jean Lucchini, qui n'avait rien d'un mauvais garçon. Il prit la défense du plus faible au cours d'une rixe et subit la dure loi d'une société hiérarchisée, où le vulgaire paysan était de statut inférieur à celui d'un notable ou d'un représentant de l'État. Il y avait aussi toutes ces histoires d'amour qui se terminaient en tragédie, à cause d'un père ou d'un frère récalcitrant, une alliance familiale impossible. La chose était relativement courante dans la société traditionnelle, car les mariages étaient presque toujours des arrangements de raison où le patrimoine était une donnée déterminante. Les jeunes gens qui tombaient amoureux contre l'avis de leurs parents n'avaient alors que la fuite comme alternative à une destinée réglée de longue date. Ils prenaient le maquis pour vivre leurs rêves, quittant le droit chemin d'une société implacable. Mais Paul, tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin, là? Qui bouchon? Ça, c'est mon déguisement. Bah enfin, c'est ridicule. Là, je suis en train de vivre une aventure phénoménale. Je me mets dans la peau d'un bandit de l'époque. Mais quel bandit? Il n'y a plus de bandits qui tiennent, enfin. Oui, mais quand on a des rêves, on vit ses rêves. Et là, je me prépare pour descendre à Ajaccio. Je me fais toute belle. Allez, j'ai fait la coloration. J'ai coupé les fourches. Et je suis prête. Parce que toi, tu me reconnais partout. Ah oui, bah je te connais, oui. Mais les autres à Ajaccio, ils vont pas me reconnaître. Et tu crois que tu vas pouvoir aller te balader à Ajaccio, bien tranquillement, sur le cours, avec ça? La cartouchière, le fusil? Et ça, c'est des détails. La première chose à faire, tu descends à Ajaccio, tu vas à la poste. Bonjour ma belle blonde. Bonjour madame. Vous désirez quelque chose? Crache la monnaie. Et là, tu t'enfuis à toutes jambes, en courant, et personne ne reconnaît Paul Paul. Elle fait rêver ton histoire. Eh oui. Qu'est-ce que c'est beau. Merci. Ah, regarde ça, l'homme qui gagne, qui se dresse fièrement sur le massif. J'adore.
Ouais, l'homme de pierre qui domine toute cette belle vallée. Regarde comme c'est beau. Waouh. Et là, le petit village de Monaggia, avec dans le fond la plaine de Pianottoli. Et la mer. Beau. C'est magnifique. Et Amogaz, amis. Comme il est beau cet Orio. Eh, Oh là là, bah, quand on arrive de derrière, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un Orio pareil caché derrière cet énorme bloc. un lieu tenu secret. Mais dis, mais ça c'est une cachette parfaite pour un bandit en cavale. Ouais, et de là. Mais bon, c'est quand même très très sommaire. Hein. Sommaire, mais utile, puisque tous ces chaos rocheux ont toujours été utilisés par les anciens. Ah, c'est sûr que les bandits sont venus se cacher par ici. Hein. Et ensuite, on s'est servi de ces grottes naturelles. On a muré pierre par pierre, on a monté les auriers, on a fait des petites maisonnettes avec des petites pièces à l'intérieur qui ont servi d'abri pour les bergers. Eh oui. Et aussi, on l'utilisait comme silo à grains. Hein, parce qu'on, tu vois là, ici, tout autour, toutes ces parcelles autour du chaos rocheux, eh bien, étaient cultivées en blé, on mettait le blé à l'intérieur. Ah oui, tu veux voir un peu? Montre. Regarde, là-bas, il y a une autre fenêtre. Là. Je t'ouvre un tout cuit. Et tu regardes si c'est petit, hein, comme on dit chez nous. Chacun son aurier. Hein. Ouais, c'est nouveau ça. Et on est bien là. Là, salon, un coin cuisine avec le fourgon, une pièce pour dormir avec un lit. Et là, basta. Ouais, bah, pour un bandit, d'être obligé de vivre là pendant des années, bah, c'était déjà une grosse punition. Hein. Ah, il vaut mieux rester là dans un chaos rocheux et vivre tranquillement plutôt que d'aller casser du caillou en prison à Cayenne. Hein. Là, c'est pas faux. Et puis regarde là, tu as la terrasse avec un point de vue exceptionnel. Tu vis en toute liberté dans la nature et tu peux faire venir les amis, hein, que des personnes de confiance aussi, Zamaï. Hein. Ah oui. Et si tu veux avoir une vie sociale, eh ben, tu te grimes, tu mets la belle robe à fleurs, tu te fais belle et tu descends à la plaine. Bienvenue au pays des bandits. Tu sais qu'habillé comme ça, tu me fais penser au bandit d'honneur Jean Nicolai. Et Giancamedo, celui-là, je l'adore. Je suis fan. Tu sais qu'il portait la même robe, ça c'est la copie conforme de la robe qu'il portait régulièrement. Mais tu disais qu'il n'y avait que très peu de bandits d'honneur. Mais il y en avait quand même quelques-uns, puisque lui en faisait partie. Hein. Oui, mais c'est surtout en fait, des légendes de romanciers. Tu sais, dans chaque livre dédié aux bandits, on dit toujours que le bandit a une cause noble. Alors qu'à la vérité, c'est pas du tout ça. Les bandits sont surtout des détrousseurs hein, qui vivent de rapines, de raquettes et de vols. Enfin, une sorte de meurtrier, quoi. Oui, mais bon, Jean Nicolai, c'était différent. Parce que s'il est devenu bandit d'honneur, c'était avant tout pour une histoire de cœur, une histoire d'amour. Oui, lui, c'était un beau mec. En plus, il était séduisant. Oui, mais là, le problème venait de son frère. Parce que c'est son frère qui était tombé follement amoureux d'une jeune fille de bonne famille. Hein, et c'était la fille d'un notable de Porto Vecchio. Et lui, il voulait l'épouser, mais ça, non, il n'était pas assez riche pour le faire. Alors, du coup, les deux garçons ont décidé de l'enlever. Et ça, c'était une pratique qui était très fréquente. D'ailleurs, c'était une vieille tradition corse. Avec l'accord de la jeune fille, il la kidnappait. Et du coup, ça obligeait les parents à accepter le mariage, en fait. Ah oui, ça se faisait beaucoup en Méditerranée, en Italie, en France, en Espagne. C'était une sorte de rap nuptial. C'est ça. Mais le problème, c'est que le père, qui était un riche propriétaire terrien, n'a pas du tout, mais alors du tout, apprécié la chose et a mis la tête à prix du jeune homme. Hein. Ouais, je l'imagine mettre un contrat comme ça, dire bon, qu'est-ce que il y a tout cas dans mon vieux, là, ce vaurien, là, sta jawata. Mais du coup, il est allé le trouver, il l'a coincé dans la forêt, il l'a abattu. Ensuite, il a allumé un bûcher et a fait disparaître le corps. Alors évidemment, quelques jours après, il a été dénoncé par les proches du jeune homme. Il a même été jugé au tribunal de Bastia, mais comme il n'y avait aucun témoin, bah, du coup, il a été acquitté. Ah. Et c'est là que Jean Nicolai entre en scène. Il décide de faire justice lui-même. Il décide d'aller venger lui-même son frère. Alors du coup, il va trouver le père de la jeune fille et l'abat de 2 coups de fusil. Fatoué. Mais bon, le problème, tu imagines bien que l'assassinat d'un notable, ça passe pas inaperçu. Alors du coup, lui, qui avait pris le maquis, s'est retrouvé avec les gendarmes à ses trousses, avec les interrogatoires de partout. Enfin, c'était comme une chasse à l'homme. Hein. Ah oui. Et il a été dénoncé un jour qu'il se rendait au mariage d'un de ses proches. Et les gendarmes étaient au courant. Alors du coup, ils l'ont démasqué et ils l'ont abattu avant même qu'il puisse s'enfuir. Et la légende dit que c'est à cause de son accoutrement, de sa longue robe de femme et des chaussures surtout qu'il portait qu'il n'a pas pu s'enfuir assez vite. C'est pour ça qu'il faut mettre des jupes courtes. Eh oui. Mais moi, je crois que c'est une question de poil. Parce qu'il n'a pas dû s'épiler avant le mariage. Il a fait une faute. Parce que les gendarmes avaient vu que sous les bas,
de Jean Camille, un Camille. Et les bas il y avait poils les qui poils, il pointaient. avait les jambes pileuses. Et là, ils l'ont reconnu, ils l'ont suivi, ils l'ont abattu. Ah, photographe, hein. Eh oui, photographe. C'est une histoire qui est quand même assez triste, puisque Jean Camille, c'était un bandit peu ordinaire, c'était une personne correcte qui vivait dans la forêt. Il aimait, d'ailleurs, il adorait la forêt, mais pas que, puisqu'il descendait souvent à Ajaccio, comme moi, un déguisé. Et puis, il fréquentait une jeune américaine très très riche, qui avait l'habitude de loger au Grand Hôtel Continental à Ajaccio. Et donc, elle était éprise de Jean Camé, du bandit. Elle était folle de lui. Eh oui, elle était folle de lui et elle a organisé complètement son enlèvement. Elle lui a dit, tu m'enlèves, moi je fais mine en fait de m'opposer, mais en fait tu vas réussir à m'enlever. Et puis ensuite, eh bien, les journaux en France et en Amérique parleront de nous. Ça sera la gloire. Et en plus, elle voulait l'aider à quitter la Corse pour vivre des jours heureux en Amérique, de l'autre côté de l'océan. Mais malheureusement, eh bien, son beau projet, eh bien, il n'a pas pu le réaliser parce que... Il s'est fait tuer juste avant. Eh ouais. Mais en tout cas, si tu as envie qu'on descende toutes les deux à Ajaccio, il va falloir passer par la case épilation, hein, parce que là, c'est juste pas possible. Mais ouf. Et ouais, je crois avoir un pot de cire à l'intérieur de l'eau. Et tu sais, j'ai pas le temps. Hein. Trop à faire, hein. Je sais pas que ça à faire. Au lieu d'aller à Ajaccio, eh bien, je monterai à Carbine. Hein. Eh oui. Voilà. Et là, moi, je vais attendre les filles. Quelle fille? Les filles, les bandits. Les bandits imaginaires. Oh, les bandits imaginaires. Je comprends mieux. Elles vont venir, hein. Tu es belle, hein? Si tu veux mon avis, Paul, l'endroit est vraiment superbe et la vue incroyable. Mais tu n'es pas prêt de voir la moindre fille égarée dans ce maquis, ni le moindre bandit d'ailleurs. Et cela vaut peut-être mieux pour toi, car si l'histoire du bandit Nicolai présente quelques traits romanesques qui rendent l'homme assez sympathique, la plupart des brigands qui sévissaient alors, dans ces beaux paysages de Corse, possédaient la triste réputation d'être sans foi ni loi. La plupart d'entre eux étaient de vrais méchants, sans cœur ni parole. Certains étaient même de vrais psychopathes, des meurtriers sans état d'âme, qui se laissaient guider par les pulsions les plus bestiales. Du gibier de potence, comme on disait en ce temps-là. L'État organisa 2 grandes répressions contre le banditisme en Corse. La première intervint dans les années 1825-1830. Elle était menée par un groupe de militaires spécialement constitués pour traquer les bandits dans le maquis corse et mettre fin à la redoutable bande de Théodore Poli, en forêt d'Ayton. La seconde vague de répression intervint durant l'entre-deux-guerres, entre 1931 et 1934. 600 gendarmes et gardes mobiles, armés de fusils à répétition, furent expédiés en Corse pour mettre un terme aux agissements de différentes bandes, alors redoutables. L'opération avait été préparée de longue date et bénéficiait d'un soutien logistique sans précédent, incluant une dizaine d'automitrailleuses, 2 tanks, des maîtres-chiens, des navires pour surveiller les côtes et un avion de reconnaissance. Jean-Baptiste Thor, François Caviglioli, André Spada, Joseph Bartoli et des dizaines d'autres furent capturés ou exécutés durant cette expédition dans les montagnes insulaires. Les troupes de gendarmes sillonnèrent le maquis de long en large, découvrant des dizaines de caches d'armes et même quelques abris fortifiés qu'ils durent prendre d'assaut pour y déloger les derniers bandits. En 1934, le maquis était enfin débarrassé de ces hordes de hors-la-loi. Les gendarmes rentrèrent chez eux. Quand tu penses que ces truands, ces bandits, ces muchachos, là, ils se cachaient dans ces tavernes, dans ces chaos là, ils se tiraient entre eux comme ça dans le dos, et tu parles d'honneur à toi. Bah, c'est vrai que des duels comme on voyait au Far West, ici, on n'avait pas souvent. La plupart du temps, on se tirait dans le dos. Hein. Ouais, c'est vrai, mais tu crois qu'au Far West, ils faisaient comment? Ils se tiraient face à face à celui qui dégaine le plus vite. Bah oui, parfois. Ouais, ça c'est dans les films, hein. Ils faisaient comme ici, ils se tiraient dans le dos.
Eh oui, comme en Corse. En Corse, les bandits, ils étaient souvent tués par d'autres bandits. Eh oui, parce que les gendarmes, ils n'allaient pas faire le sale boulot. Ils envoyaient un autochtone qu'ils soudoyaient pour tuer le bandit. Ah oui. Eh oui, parce qu'eux, ils n'y allaient pas souvent, hein. Ils n'allaient pas risquer leur vie. Hein. Ils y allaient quand vraiment ils avaient beaucoup d'informations. Là, ils montaient à plusieurs, ils encerclaient le repère du bandit et pas. Comme ils ont fait avec le bandit Paul. Hein. Ah oui, ils sont allés le tuer alors qu'il était alité et mourant. mourant. Oui, il était malade et l'ont encerclé et pampan. Quel courage. Eh oui, les Corses, ils se dénonçaient, ils se tiraient eux-mêmes entre eux. Hein. Eh oui, comme le célèbre Joseph Barthes. Lui, c'était un bandit qui terrorisait la population de l'intérieur de l'île. Hein. Mais c'était un bandit d'honneur, lui aussi? Bandit d'honneur, je crois pas. C'était plutôt un truand et il n'était pas gentil du tout. Eh oui, il était à Palnègre là-haut. Il vivait à Palnègre, donc il était un peu partout. Palnègre, le Tare, le Fiumourbe et l'extrême sud. Et il avait décidé, figure-toi, de monter une société de transport. Il avait acheté quelques bus et il faisait le transport de passagers. Au début, ça marchait, mais ça n'a pas duré parce qu'il était un peu fainéant. Puis il n'avait pas trop envie de travailler. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est-à-dire qu'il voulait mettre un terme, en fait, à la concurrence. Il voulait racketter toutes les autres entreprises de transport. Ah, bravo. Eh oui, bon, après il a commis des meurtres. Hein. Il a tué, je crois que son premier crime, il a fait avec il était associé avec un autre bandit. Il a aussi participé à des échauffourées, il a tué quelques gendarmes. Donc tu imagines, tout le monde avait peur de lui. Hein. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors? Lui, il a fini, d'après toi, il a fini mal. Hein. Alors, l'histoire raconte qu'il a été tué par un entrepreneur bastiais, hein, qui se serait vengé d'une vendette. Elle est allée, mais c'est pas la vraie histoire. En fait, il roulait dans une voiture, à l'époque, dans les montagnes. Ils étaient 3. Il y avait le chauffeur, Joseph Barthes, et une tierce personne derrière. Et là, on lui aurait tiré une balle dans la nuque. Et oui, et la 3e personne qui était juste derrière lui, c'était son cousin. Ah, mais c'est horrible. Il avait été soudoyé par les gendarmes. On lui avait donné une somme d'argent pour tuer Joseph Barthes. Quelle horreur. Bon, tout le monde en avait peur et c'est vrai que personne ne l'aimait trop. Enfin, moi, je comprendrai jamais tous ces gens. Ils sont là à soudoyer, à racketter, à truander. Ils jouent avec la vie des autres et puis ils mettent leur vie en jeu. Je sais pas, mais regarde, nous, on n'est pas bien, là. Tranquillement, assis sur un rocher, à contempler la nature. La belle nature, tout ce patrimoine, cette belle plage. Mais qui va la protéger lorsqu'ils vont arriver? De qui tu parles? Encore les bandits imaginaires? Moi je connais des histoires, elles sont réelles. Toi tu rigoles. Oui. Mais qui c'est qui va le faire? Hein? Toi, tu protèges et moi je profite. Voilà. Bon, là tu peux rester tranquille. Je veille au grain. Paul surveille le rivage, veillant au grain, le fusil à la main. Un peu plus loin, tapi dans le chaos granitique de l'île, un lion de pierre scrute également l'horizon. La légende raconte qu'il incarnait autrefois un puissant seigneur, changé en pierre par les dieux à la suite d'une sombre histoire. Ils lui confièrent alors la mission de surveiller le littoral et de prévenir les populations de l'île de l'arrivée de bandes armées. Bien sûr, il faut avoir conservé une âme d'enfant pour imaginer ce rocher un jour s'animer, se dresser sur ses pattes et rugir avec force à la vue de pirates ou de dangereux hors-la-loi. Mais ces légendes sont là pour nous rappeler les tourments de l'île et la grande détresse de ses habitants, souvent livrés à eux-mêmes, devant lutter seuls sur une terre abandonnée à la bestialité des hommes. Car la véritable cause du banditisme se trouve dans la désorganisation de l'État, des plaines du Far West aux montagnes de Corse. La criminalité s'est toujours exprimée lorsque les autorités judiciaires étaient défaillantes. Lorsque les experts de la police se penchèrent sur le banditisme en Corse au début du XXe siècle, ils évoquèrent plusieurs circonstances locales susceptibles, selon eux, de favoriser la délinquance dans l'île. Ils affirmèrent ainsi que le banditisme était profondément inscrit dans l'histoire du pays et que la société insulaire avait toujours été belliqueuse. Ils pointèrent les faiblesses de la justice au temps des Génois, qui avaient poussé les Corses à s'armer et à se défendre par eux-mêmes, ainsi que la grande désorganisation du pays durant les guerres d'indépendance. Ils évoquèrent enfin la rudesse des mœurs villageoises et le clanisme de la société corse, qui poussait les groupes rivaux à l'affrontement. Le recours à la violence faisait ainsi partie du champ d'expression de la société insulaire.
Perdono mio Dio, perdono. Scusi, perdono e pietà. Mai più, Signore. Perdonami, Signore. Perdonami, scusi. Perdonami, ti prego, Signore. Perdono Dio, perdono mio Dio, perdono. Mais enfin, Paul, ça fait 2 heures qu'on est là. Tu m'avais dit je vous salue Marie. Oui, mais Karine, il me semble oublier des mots, et pour moi, c'est important de le faire bien. C'est-à-dire que à chaque fois que j'arrive à tentation, eh bien, il faut que je recommence depuis le début. Mais scusi de quoi au juste? Excuse, il m'est arrivé une chose horrible, terrible. Je suis à Evisa. Et là, bah, je rentre dans l'épicerie, j'ai un fusil dans les mains, il y a 2 vieilles qui se jettent. Non, paradémique, puis il y a des doutes, prenez tout. Moi, je ne sais plus quoi faire et je dis, donnez-moi des boîtes de fagioli et une caisse de bichocos. Et après, je me suis aperçu que c'était un songe. Ah mais ça va alors, si c'était un rêve, tu es pour rien. Et comment? J'ai péché par la pensée. Et depuis ce jour, je me suis juré et je viens ici me repentir dans les gorges de la Spelonca, sur cette terre qui est l'une des terres les plus anciennes de Corse. Pourquoi il y a des terres plus ou moins anciennes sur cette île? Et comment? Ici, on est en Cinarca, un territoire ancestral et des descendants d'Ugo Colonna, Arrigo Belmesser, Giampaolo Lega. Et c'est ici que tous les castelli cinarchesi, plus ou moins, étaient par ici sur les pitons rocheux. D'ailleurs, cet énorme rocher, au-dessus, tu avais le vieux castello de Giampaolo da Lega. Non, en tout cas, c'est magnifique ici. J'adore ces rochers. C'est grandiose et vertigineux. Et tu sais qu'ici, on est sur les anciennes terres des seigneurs de la Spelonca, qui avaient pour chef le grand et le terrible Giampaolo da Lega. Parce qu'à l'époque, les cinarchesi, ils semaient la terreur, ils étaient cruels. Et lui, bien sûr, il s'était nommé comte de Corse. Et puis il avait eu des histoires avec les Génois. Il s'était mis mal, pas pour des histoires de taxes, de droits et d'impôts. Et donc sa tête est mise à prix. Et dans le sud, il avait son cousin Rinuccio, qui voulait aussi, lui, être comte de Corse. Donc c'était son rival. Et Rinuccio, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte des Génois. Il leur a demandé des soldats et des armes. Eh oui, pour attaquer Giampaolo da Lega, pour devenir, bien sûr, le comte de Corse. Donc il est monté à plusieurs reprises, mais il n'a pas réussi, il n'a jamais réussi à prendre cette partie de la Cinarque. Et un beau jour, bien sûr, son armée était très forte. Il est arrivé ici, avec de nombreux soldats, ils ont rasé le castello de Giampaolo da Lega, et il a dû quitter la Corse pour aller se réfugier en Sardaigne. Et Giampaolo, bien entendu, est parti par la suite à Rome, et il est mort en 1515. Mais juste avant ça, il a pu se repentir de tous les péchés qu'il avait commis devant le pape Léon X. Eh oui, ainsi se termine la lignée des comtes de Corse. Et cette terre, elle a vraiment connu des tourments. Mais il y avait les barbaresques aussi ici, non? Et eux aussi, il ne faut pas les oublier, parce qu'ils arrivaient par la mer, là. Et ici, ils sont montés dans la vallée. Ils ont remonté la Spelonca, ils ont attaqué Evisa, quelques esclaves. Ensuite, ils sont passés à Vico, et ils ont détruit Rasier. Et ça, c'était très dur à l'époque. Et puis, par contre, ils ne sont pas montés à l'intérieur des villages. Il y a d'autres villages qui sont cachés dans les petites vallées, notamment Mours, Augoigne, et aussi Lopigna. Lopigna, village connu. Et oui, parce que c'est le village du célèbre bandit Spada. Ah, le bandit Spada, le bandit au crucifix. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu as ta croix. Bah, il ne faut surtout pas me demander de devenir bandit. Jamais je ne le saurais. Ah, bah, de toute façon, les bandits, ils réfléchissent pas beaucoup. Enfin, du moins pas tous. Mais nous, tu sais ce qu'on va faire de manière très intelligente? On va monter devant l'épicerie à Evisa. On va attendre que le bandit arrive pour cambrioler l'épicerie. Et une fois qu'il sort avec son butin, nous, on lui saute dessus, on vole le bandit. Comme ça, tu as tes bichocos et tes fagioli. Et nous, du coup, on a volé le bandit, donc du coup, on est d'honnêtes gens. Ah, pas bête, Oui, allez, on va se trouver un bandit et les bichocos. Allez, on monte à Evisa. Oui, Evisa, bien. Non, du tout, malheur, pas Evisa. Pourquoi? Parce que là-haut, tout le monde me connaît. Après, ils vont me dénoncer à la maréchaussée, la Chagor. Bon, on va vers où? Ou par là, Ah, on aurait dû prendre les habits de gendarme. Oui, et moi, la bure de moine. Cela aurait été parfait en effet pour traverser incognito les massifs de l'île, l'une habillée en gendarme, l'autre en moine. En réalité, je pense, les amis, que vous manquez un peu d'entraînement pour vous fondre dans le paysage des bandits insulaires. Et cela est bien mieux ainsi, car ces gens-là n'étaient pas réellement fréquentables.
On a évoqué le climat pesant de l'île, sa violence ordinaire, les règlements de compte à coups de fusil en guise de justice. Mais il ne faudrait pas croire que tout cela pouvait constituer des alibis à la criminalité. Non, ce ne sont pas les guerres qui ont poussé les gens à vivre de rapine. Tout au plus, peut-on évoquer quelques circonstances atténuantes à certains mauvais garçons, mais la plupart basculaient dans le crime par manque de courage, le refus d'une vie de labeur, honnête, respectueuse de sa famille. À de rares exceptions près, comme la dynastie marginale des Bella Coccia dans leur forêt, la majorité des bandits corses a vécu de manière très égoïste, comme des bêtes traquées que l'on craignait pour leurs coups de folie. Ils ne faisaient guère la gloire de leur famille, mais plutôt la honte de leurs proches, plongeant père, mère, frères et cousins dans des tourments d'embarras et de vengeance inextricables. Là, si je tire, je shoot les sanguinaires. Tu crois qu'il tirait bien, Spade? Ça va pas. Quoi? Qu'est-ce que j'en sais s'il tirait bien? De plus, j'appuie sur la détente et adieu les sanguinaires. Et tu sais, à l'époque, les bandits avaient tous un surnom. Hein. Et Spade, on l'appelait pas le faucon, l'œil de faucon, on l'appelait Ugignale. Ce fusil est une arme remarquable. Hein. Le sanglier. Mais quel drôle de sobriquet. C'était normal. À chaque fois que les gendarmes organisaient une battue pour attraper Spade, eh ben, il passait dans les mailles des filets et se jetait dans les matons. Et il s'évadait dans la nature. Le sanglier de Chinark. Tu sais qu'il adorait se déguiser? Il se déguisait en femme, parfois même en prêtre pour échapper aux gendarmes. Lui, de toute façon, c'était un meurtrier. C'était même un multirécidiviste. Et tu sais ce qui le passionnait? C'était l'attaque de convois postaux. C'était alors la loi dont la vie avait basculé stupidement lors d'un bal d'un village. Et oui, le bal de Saridorcino. Les hommes au comptoir, tu sais comment c'est, un verre, deux verres, trois verres. Et après, eh ben, ça discutait avec les filles. Parce que lui, il courtisait une jeune fille du village. Et là, il y avait d'autres courtisans et d'autres prétendants. Et là, ça commençait à monter. Et après, bagarre, parabie éteint, et katsuta de général. Bon, heureusement, il y avait les gendarmes. Ils sont venus au milieu, ils ont commencé à séparer. Et là, Spade était nu, il arrivait. Et le gendarme, l'officier supérieur, bon, il met une droite à Spade. Ouf. Là, fou de rage, t'imagines, il est humilié, là, il est piqué au vif. Là. Vexé. Et oui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort le revolver, bon, il abat les deux gendarmes, et là, c'est le maquis. Oh, oui, de toute façon, on dit qu'il était fou. Et qu'il avait même fait de l'hôpital psychiatrique. Ouais, c'est vrai que... Oui, mais en plus, là, dans l'histoire, c'est qu'après, les journaux, ils se sont mêlés. Et Spade est l'assassin de deux gendarmes, il a tué encore des gendarmes un petit peu partout. Donc ça grossissait, mais ça reflétait pas vraiment la réalité. Oui, pour cet épisode-là, c'était comme ça. Mais tu sais qu'on dit que Spade avait pour modèle le célèbre bandit Romanet. Et oui, il voulait lui ressembler. Et on dit aussi qu'il avait pris comme maîtresse l'ancienne maîtresse de Romanet. Ah, carrément. Eh ouais, il était jaloux. Mais pour l'affaire de ce bal, eh ben, ça se tasse. Je ne sais pas comment, peut-être qu'il connaissait un haut fonctionnaire. Et donc Spade va récupérer la concession que sa mère avait pour le courrier postal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer le courrier. Et là, il va être dénoncé et la concession terminée. Et là, il soupçonne quelqu'un. Il soupçonne celui qui reprend la concession. Alors là, fou de rage, il est impulsif. Il décide d'attaquer le convoi. Et là, ben, ça se passe très mal, c'est un drame. 2 gendarmes tués et aussi celui de la concession. Et donc, il repart dans le maquis, en cavale, et là, son frère, Bastiano, va le rejoindre. Et oui, alors là, les articles, tu en veux, tous les journaux, oui. Espada ci, Espada là, le tueur de gendarmes, etc. Et donc, à partir de cet instant, on s'intéresse à lui. Il y a une journaliste, une certaine Christiane Hubert, qui veut les rencontrer. Et justement, va faire un petit film en 1931 pour les interviewer dans les montagnes des Cruzines. Ils se sont laissés interviewer par une femme.
Et oui, parce que tu avais tous les journaux qui s'acharnaient contre eux, qui leur mettaient même des meurtres qu'ils n'avaient pas commis. Et eux voulaient aussi se défendre, donc ils se sont laissés interviewer. Et aussi, ils voulaient aussi laver l'honneur de leur famille et surtout l'honneur de leur pauvre mère. La pauvre. Donc cette jeune journaliste, eh ben, elle les interviewe et elle parle d'eux et comment ils passent la vie en montagne, en cavale. Donc ils ont toujours un calibre 12 à la main, toujours chargé. Et là, eh ben, ils vont se cacher dans la montagne, à la fois dans des petites grottes, dans des bergeries. Alors les hivers sont rudes et eux, ils font comme ils peuvent, ils essayent d'échapper aux gendarmes parce qu'à l'époque, l'État avait envoyé 15 bataillons de gendarmerie pour les capturer. Alors, il fallait qu'ils se cachent. Et puis ils ont été aidés par certains bergers qui trouvaient que ces spades étaient plutôt des fugitifs que des voleurs et des meurtriers. Et tu sais qu'à cette époque, il y avait beaucoup de dénonciations, que ce soit de la famille ou venant même des amis, parce que les gens en avaient vraiment marre de toutes ces histoires. Eh oui. Ben, il a fini par se faire capturer. Oui, il s'est fait dénoncer tout simplement. Et tu sais que Spade a été le dernier bandit à avoir reçu la peine de mort. Il a été exécuté sur la place d'Armes à Bastia, devant tout le monde. On a même fait venir une guillotine spécialement du continent en 1935. Ouais, et il est mort avec courage et honneur. Ils sont venus le chercher, ils l'ont pris par le bras. Il a dit, ça ne sert à rien de me tirer, je marcherai seul vers l'échafaud. Et, oui, et quand il a regardé l'échafaud, il a dit, bientôt, j'irai tout droit au ciel. Et après avoir embrassé son crucifix et le curé, eh ben, quand il a posé la tête sur le billot, il a dit au revoir à tous, au revoir à tous. Au revoir Spada, au revoir Romanette, au revoir Galop. Celui-là, il me plaît. Au revoir Billy the Kid, au revoir Cyrus Skinner. Eh oui, le dernier des bandits a quitté le maquis. Bonjour Paul Paul. J'ai envie de tirer. Non, ça suffit. Tirer. Dès la fin du XIXe siècle, la presse écrite, toujours en mal de sensationnel, vantait les exploits des hors-la-loi qui tournaient en ridicule les forces de l'ordre dans le maquis corse. Ces articles avaient fait la renommée des Bella Coccia dans leur forêt de Vizavone, contribuant non seulement à les rendre célèbres en dehors de l'île, mais les aidant jusqu'à obtenir d'être en partie graciés de leurs crimes. Au début du XXe siècle, les bandits rivalisent d'ingéniosité pour se faire photographier sur leurs terres et pouvoir, à grand renfort d'habiles confidences, se tailler un costume d'aventurier moderne, romantique et bienfaiteur. Dans les années 1920, le bandit Nonz Romanetti fait même l'objet d'un film entièrement dédié à ses prétendus exploits. Il apparaît charmeur, altruiste, au service du plus faible. Sorte de Robin des Bois des temps modernes. Tu sais qu'il y a des gens qui pensent que les bandits sont des descendants des seigneurs d'autrefois. Tu y crois pas? Et certains d'entre eux le prétendaient, et le prétendent encore aujourd'hui. Il y en a même qui se disaient grands seigneurs et presque qui se faisaient passer pour Dieu le Père. Oh. Et tu sais, il y avait un tas de choses chez les bandits, des caractères un peu spéciaux, je te dis pas. C'est sûr qu'ils se prenaient une portion de territoire, pas très loin de la maison, bien sûr, comme ça ils ne risquaient rien. Et là, eh ben, ils prélevaient les impôts, ils faisaient un tas de mauvaises choses. Et moi, dans l'histoire, eh ben, il y en a un qui me plaît vraiment, c'est le bandit Romanetti. Ah ouais, pourquoi lui? Et lui, c'était quand même quelqu'un de bien. Et les autres, les personnes qui devenaient bandits, elles devenaient parce qu'ils avaient eu des histoires très sordides, alors que lui, il avait la grande classe. Et tout ça, tout ce que tu vois, eh ben ça, c'était son domaine. Il s'étendait de Capo di Muro au Calanque de Piano. Je pense pas qu'à l'époque, il profitait de ces belles vagues pour faire du surf. Et tiens-toi bien, il avait sculpté et fait sa propre planche et il surfait sur la vague. Il était bon, mais... Ah ouais, tu parles. En tout cas, on dit qu'il organisait de superbes soirées dans le maquis où il y avait tout le gratin ajaccien. Et j'ai même entendu parler d'un film qui a été fait en 1924, un film muet, et qui relate toute son histoire de manière évidemment un peu plus romancée, et qui s'appelait Romanetti, roi du maquis. Roi du maquis, c'était vraiment une puissance Romanetti. Et c'est sûr qu'il a eu une vie très très riche, courte mais bien remplie. Mais comment il est devenu bandit, lui, en fait? Il est devenu bandit malencontreusement. Il fréquentait le bar du village à Calcatto, son village natal. Et là, il va faire sa partie de cartes, comme tous les soirs. Ça se passe bien. Et à un moment donné, ils arrivent à parler de propriété. Et là, le ton monte. Ça commence à se disputer, ça chauffe. Et là, la personne qui est en face de lui
dégaine un revolver. Et lui, il a le stylet, il le sort et au bord, ça. Alors, on ne sait pas qui des deux a dégainé le premier. Mais en tous les cas, c'est que Romanetti a dû prendre le maquis. Ah bah ouais. Et oui. Et comme il était intelligent, eh bien, il a su s'élever parmi les bandits pour retrouver son honneur. Et là, ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de racketter les petits exploitants, eh bien, il a eu l'idée de faire des trafics de grande ampleur. Et il a eu une idée judicieuse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la collecte de tout le lait de brebis, de tous les petits exploitants de la Chine. Ouais. Et oui, pour le vendre en gros à la société Roquefort, bien entendu, en prenant sa marge. Certes. Et oui, parce que la société Roquefort, à l'époque, elle était puissante. Et lui, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a mis la pression à cette société. Parce que, en fait, elle mettait la concurrence entre les petits exploitants pour tirer les prix le plus bas possible. Mais c'était très intelligent. Il a créé une sorte de coopérative. Eh oui. Et puis en plus, comme il fréquentait les gens bien d'Ajaccio, il a participé personnellement à faire la campagne de François Coty. J'imagine que cet homme-là était très protégé. En fait, il ne devait pas craindre du tout les gendarmes. Sur son territoire, il ne craignait personne. En plus, il était toujours accompagné de ses chiens. Il avait 3 chiens. Et ces chiens connaissaient ses amis. Et donc, dès qu'il sentait un ennemi approcher, il grognait. Donc, pour Romanetti, c'était facile de dégainer le premier. Par contre, au-delà de son territoire, il devait se méfier. Et tu sais qu'il a été abattu en se promenant. Il a été criblé de balles dans le dos. Alors ça, c'est la version officielle. Officieusement, les gens disent que les gendarmes auraient mandaté quelqu'un pour l'abattre. Et on n'a jamais su qui a été l'assassin. Enfin, de toute façon, un bandit ne peut mourir que comme ça. Ou guillotiné ou assassiné. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais tu sais, si tu vis par les armes, tu meurs par les armes. Allez, tu viens? Allez, d'un bon pas. Je sais pas le faire. Allez. J'arrive pas. C'est quoi ce pas? Le bandit Romanetti fait partie de ces figures légendaires à l'origine du mythe du bandit d'honneur. Pourtant, la réalité du personnage était bien différente. Romanetti était un gangster, mégalomane, qui vivait de raquettes et contrôlait un pays par la peur et la corruption. Ses méthodes étaient celles en vigueur dans le milieu des voyous, à l'image d'un petit Al Capone ajaccien. Et s'il fréquentait le beau monde, c'était pour mieux l'assouvir, pour faire pression sur les élus, obtenir des marchés, se rendre à la fois incontournable et inattaquable. Les autorités judiciaires décidèrent de régler le problème et de le faire abattre. Discrètement, en chargeant probablement l'un des hommes de sa bande de faire la sale besogne. Dégommage. Bah ben, nous deux, à l'époque, on aurait fait mouche. Ah oui. Quand tu penses que les gendarmes ont mis 100 ans pour déloger les bandes de bandits qui se cachaient dans la montagne, ben tu vois, tous les deux, enfin plutôt moi, en 4-3-7, j'aurais réglé le problème. Ouais, 100 ans et même un peu plus en fait. Parce que déjà, Pascal Paoli en son temps avait déclaré la guerre aux bandits. Il faut dire que les 40 années des révolutions de Corse avaient largement contribué à répandre dans le maquis toutes sortes d'armes et toute une flopée de bandits. Et ensuite arrivent les fameux voltigeurs qui vont sévir en Corse entre 1830 et 1850. Alors eux, pouf, ils vont directement, hein. Pas de détails, pouf, ils mettent le compte à certains bandits. Et les légions de gendarmerie, eux alors c'était carrément leur rôle principal en Corse. Ils avaient de très belles primes pour chaque exécution. Et les fameuses primes qui vont être partagées entre les bandits. Parce que figure-toi qu'il y a des bandits qui sont surveillés par les gendarmes, les broutis. Et après, les gendarmes, ils vont tirer sur les cadavres, ils vont s'attribuer l'arrestation, voire le meurtre des bandits. Pas bête, hein? Et ensuite, il y a eu les grandes campagnes, à partir des années 1930, qui ont signé carrément la fin du banditisme avec l'arrestation des plus grands criminels, comme Bartoli, comme les frères Cavigioli, ou alors Jean-Baptiste Thor, et bien sûr, le grand André Spade. Et oui, et c'est vrai que les bandits ont donné du fil à retordre aux gendarmes. C'était au début, et après les gendarmes ont compris. Et là, eh bien, ils se sont équipés à compter des années 1900. Et ils ont créé le service d'identité judiciaire en 1893, avec des fiches bien détaillées, permettant la reconnaissance des individus. Mais un peu plus à droite, là. Non, elle est tordue. Ah. Ah, c'est bon. Un individu, deux individus,
et 3 individus. Parfait. Mais comment ils faisaient avant à l'époque? Alors, ils devaient se fier au dire des uns et des autres pour se reconnaître ou pour reconnaître des gens? Ouais, c'était à peu près ça. Hein. Et tu sais que c'était pas facile pour les gendarmes, mais les bandits, ils étaient très malins. Et ils se faisaient passer pour d'autres. Ah bah oui. Notamment en volant les pièces d'identité. Et après, eh ben, ils allaient braquer sous de faux noms. Mais les gendarmes ont compris le système. Et là, ils ont mis en place un système. Tu vois, le casier judiciaire, comme on peut le voir aujourd'hui, eh ben, prend naissance à cette époque-ci. Ouais. Et là, eh ben, ça va centraliser toutes les informations. Et ensuite, tu vas avoir le télégraphe. Et là, quand il y a un braquage, eh ben, les gendarmes, on vend que le braquage se déroule. Et là, ils envoient de poste à poste, Tic, tic, tic. via le télégraphe, et préviennent la gendarmerie de l'autre village. Oui, c'est vite fait. Et de cette façon-là, ils ont pu coincer quelques bandits. Et ensuite vient la photo. Oui, parce qu'on met en place des petites vignettes photographiques. Et là, ben, ça donne des informations complémentaires. Et les empreintes digitales. En France, on a commencé à les relever à partir de 1907. Oui. Et du coup, elles ont carrément complété les fiches d'identification de ces personnes. Et toute cette nouvelle technologie, en fait, c'était les tout débuts de la police scientifique. Et tout ça a joué un rôle vraiment très, très important dans la fin du banditisme en Corse. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas qu'une affaire d'hommes sur le terrain. Il y avait un très, très gros travail qui était fait en parallèle. Et oui, tout un travail administratif et un travail de terrain, bien entendu. Et d'ailleurs, à partir des années 1930, 1931, eh ben, les gendarmes reçoivent des renforts exceptionnels. 1500 gendarmes supplémentaires pour traquer les bandits dans les moindres cachettes et les moindres recoins des montagnes corses. Ouais. Et t'imagines, là, 1931, en plus, on a un hiver qui est très très rude, il pleut partout, il y a des chutes de neige abondantes. Donc la nature va se ranger du côté des gendarmes. Et les pauvres bandits eh ben, vont être obligés eh ben, de quitter leur tanière. Et là, eh ben, ils vont se faire prendre, capturer pour certains, et les autres fusillés ou tués dans le maquis. Et puis ça, c'est toute une campagne qui est menée. On fait aussi des interrogatoires. On prend des personnes proches des bandits et membres de leur famille, des amis. 500 personnes sont interrogées. Sur les 500, un tiers sont emprisonnés au pénitencier d'Ajaccio. Et puis tout ça se passe dans les régions comme Guagno, Sarri d'Orcine ou aussi le Fiumorbo, parce que ça vise les bandits, en fait, d'entre-deux-guerres les plus cruels, comme les Spada, les Cavioli, les Torres et compagnie. Ouais. Et tu disais que cette campagne de répression, elle était vraiment très, très médiatisée. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que les politiques utilisent les médias pour se faire mousser et pour montrer leur autorité face aux bandits. Eh oui, parce qu'auparavant, ben, les médias se jouent des gendarmes. Eh oui. Eh oui, on vante toujours les mérites des bandits. Et en plus, tout le monde va se faire photographier devant la maison de Colombe à Fozzane ou aussi à Boccogna, à la Ville-Savone, chez les Bellagouche. Avec les Bellagouche. Eh oui, c'est pas normal. Et puis Clémenceau, en personne, va rencontrer les bandits. Alors, tu te doutes bien que les gendarmes, eh ben, ils en ont ras le képi. Hein. Oui, ça c'est vrai. Mais en 1935, avec l'exécution en place publique d'André Spade, les gendarmes, ils avaient leur revanche. Hein. Ah oui, tout à fait. En même temps, tout a une fin. Karine, bouge-toi les oreilles. Wow, trop fort. Voltigeurs, gendarmes, en voyant ce paysage grandiose, toutes ces calanques, là, au milieu de cette route qui serpente, je me vois bien en bandit, sous une nouvelle identité. Je prends l'identité de John Barber, et là, je braque les bus. Ah non, pas les Comme bus. ça, oui, les bus. Et je deviens le maître des calanques. Ça résonne. À l'image des fameux bandits du Grand Ouest américain, les brigands de Corse passèrent à la postérité le blason redoré par le mythe. Mais il ne faudrait pas se méprendre. Le mythe n'est pas une manière de rendre hommage à ces vies misérables. C'est même l'inverse. Il s'adresse à nos peurs enfouies et rend gloire à la civilisation, la seule à pouvoir garantir la protection de nos foyers et de nos enfants. Car la moralité de l'histoire
et toujours le triomphe du bien sur le mal, de la justice sur le crime, de la civilisation sur le barbare sanguinaire.